La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous en direct et en studio. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, c'est à 15h que Michel... Non, pardon, je voulais revenir sur un autre point. J'ai sauté mes questions. Je voulais revenir d'abord sur cette soirée, Alexis, d'hier au Dôme de Paris, pendant laquelle Emmanuel Macron, dont le nom avait été cité par Michel Barnier, a été hué. C'est rare dans ce type de circonstances. Ça signe un divorce entre le président de la République et une partie en tout cas, ça signe le fait que ces dernières déclarations de samedi, en partie rattrapées, bien sûr, par les conseils diplomatiques qui lui ont été prodigués, sur un embargo à pratiquer sur les livraisons d'armes et de technologies à Israël dans sa guerre nécessaire contre l'Iran. Cela signe, oui, Steve, que cette sortie a semé un émoi très large. Sur les armes offensives. Les armes offensives, mais a semé un émoi très large dans ce qu'on appelle, ce qu'il est convenu d'appeler la communauté juive. Bon, je ne sais pas si je reprends à mon compte ou si on reprend à notre compte cette expression, mais enfin, voilà, elle existe. En tout cas, les communautés juives françaises sont à juste titre, comme Gilles William Goldnadel vient de le rappeler, très émus par ces déclarations, qui sont doublement malencontreuses. Malencontreuses sur le fond, car effectivement, vous voyez, je le reprends à mon compte, le parallèle qui est fait avec d'autres États. Imagine-t-on un seul instant le président de la République française objurguer les dirigeants iraniens de suspendre les livraisons d'armes à leurs différents proxys qui aujourd'hui attaquent Israël et le mettent en danger? Bien sûr que non. Et puis par ailleurs, il y a le moment, si vous voulez, le faire à l'avant-veille de la commémoration des massacres du 7 octobre. C'est une faute politique, si vous voulez, qui est rattrapable. Bien sûr, dans ce domaine-là, nous avons vu qu'il y a, comme le dit Manuel Valls, une diplomatie du zigzag. Donc il y aura probablement, dans les jours qui viennent... Qui remonte déjà au mois de novembre. Oui, absolument. Dernier. Ça s'est dégradé à partir de novembre, par phases successives. Je pense notamment à cette interview à la BBC qui a beaucoup été commentée à l'époque. Effectivement à mon compte l'expression de diplomatie du zigzag, qui n'est pas une condamnation essentialiste du président de la République, qui est juste l'expression par Manuel Valls d'interrogation sur la ligne qui est suivie. Et ce qui est vrai que c'était sensible hier soir, j'ai écouté le long discours de Michel Barnier. Ce qui était sensible, si vous voulez aussi, et qui est intéressant sur un plan politique, c'est la disjonction qui s'opère. C'est-à-dire que le président de la République aujourd'hui est mal perçu par de très nombreux Français juifs. Et le Premier ministre apparaît comme étant un petit peu plus, comme allumant un petit peu plus dans les cœurs une lueur d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien d'original dans son discours, mais il a rappelé la traditionnelle position française, c'est-à-dire caractère non négociable de la sécurité d'Israël. Cela implique évidemment, entre les lignes, vous en doutez bien, un distanciement par rapport à la parole présidentielle sur l'embargo sur les armes offensives. Mais aussi soutien à la solution aux deux États. Mais qui est un classique de la diplomatie française jusqu'ici. Alors on peut en penser ce qu'on veut. Certains ambassadeurs d'ailleurs en privé disent qu'elle n'est plus praticable, mais ça c'est un autre débat. C'est un classique de la diplomatie française et ce classique-là n'est pas de nature à heurter les Français juifs. Ils le connaissent. Cela fait, 60 ans que la France affiche cette position. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, pour vous répondre sur le fond, je pense que le président de la République, il est entouré de gens très différents, avec des sensibilités différentes, et je pense quand même qu'il prend conscience qu'il y a un risque de déchirure important et qu'il faut qu'il fasse des gestes pour réparer ce qui doit d'ores et déjà lui apparaître comme une déclaration intempestive. Alexis, première motion de censure donc cet après-midi contre Michel Barnier. C'est Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui montera à la tribune vers 16h pour la défendre. Une motion qui a assez peu de chances d'être adoptée. Voilà, mais en revanche, vous savez bien qu'en politique, et nous parlions d'Emmanuel Macron, de son rapport à Israël, beaucoup de choses tiennent au verbe, c'est-à-dire au caractère, ce qu'on appelle chez les linguistes, pardon d'être un peu cuistre, le caractère performatif du langage. Autrement dit, une action publique, elle repose aussi sur des paroles. Parler, c'est agir. Mais bien sûr, voilà, parler, c'est agir. Et donc, déposer une motion de censure dans ce contexte-là, même si on sait qu'elle ne sera probablement pas votée par d'autres groupes, ou en tout cas, peut-être par des individus isolés, mais peu de gens... Notamment par le Rassemblement national. Bon, voilà, peu de gens au-delà des 192 répertoriés sous les étiquettes NFP. Cela, en revanche, a une valeur symbolique. C'est ça qu'il faut interpréter. Je ne crois pas d'ailleurs que Michel Barnier arrive tout à l'heure dans ses bureaux en tremblant comme une feuille, vous voyez, une feuille morte en se disant je vais être renversé. Bien sûr que non. Alors elle va servir à quoi cette motion de censure? Alors, elle sert très concrètement à une chose.
dans des moments de débat intenses. Etanit, avec vous, il faisait référence, les débats qui peuvent agiter la sensibilité social-démocrate, disons. Hein. C'est-à-dire, quel est notre avenir? Est-ce que c'est le PS seul ou est-ce que c'est le PS avec place publique, voire avec parfois des écologistes, etc., etc. Elle sert aux gauches à se rappeler à leur présence auprès du peuple français. Après tout, vous voyez, là, si on repart juste d'un point de vue numérique, l'argument avancé par un certain nombre de députés issus de ces différents partis de gauche, selon lequel, d'un strict point de vue numérique, ils sont 192, évidemment qu'on aurait dû, d'une manière ou d'une autre, se tourner vers les camps qu'ils représentent pour forger un gouvernement. Cet argument, il est audible, vous voyez, et il est d'autant plus audible que le camp que représente Michel Barnier, même s'il s'en est un petit peu émancipé, LR représente à peine 7% des suffrages. Donc tout ça est vrai. Donc effectivement, quel est l'objectif de ces gauches? C'est, au sens large du terme, et c'est pas un gros mot dans ma bouche, c'est d'exister au travers de ces motions de censure. Mais plus largement, alors j'en termine par là, il y a tout ce qu'on vient de dire sur le caractère performatif d'une initiative langagière. Mais il y a aussi sur le fond. C'est-à-dire que l'analyse qui est faite, là je parle par exemple du Parti Socialiste, d'une gauche réformiste modérée. C'est une question aussi de légitimité de cette gouvernance Michel Barnier. Oui, alors je ne pense pas qu'il soit sur je ne pense pas que des gens qui sont des réformistes soient sur une stratégie de délégitimation du gouvernement. En revanche, pour le reste de la gauche, oui, c'est ce que va certainement porter comme discours. Vous avez de ce point de vue-là deux gauches. On est bien d'accord, une gauche radicale et une gauche réformiste. Si on parle de la gauche réformiste, pourquoi est-ce qu'elle va déposer des motions de censure en son nom, probablement dans les semaines qui viennent, François Hollande étant d'ailleurs un élément moteur dans ce dispositif? C'est pour dire, ce gouvernement est parfaitement légitime, le problème n'est pas là. En revanche, il ne fait pas la politique que les Français ont réclamée dans les urnes. Vous voyez, c'est plutôt ça. Et quelle est la politique que les Français ont réclamée dans les urnes? C'est une politique moins libérale, plus protectrice, avec un État plus protecteur, plus de redistribution, etc., etc. Vous voyez, et par ailleurs la gestion de la transition écologique, etc., etc. Donc tout ça, vous voyez, met également, qu'on le veuille ou non, Michel Barnier sous pression, et on se retrouve avec un Premier ministre qui est plutôt talentueux d'ailleurs, mais qui a la pression du groupe Rassemblement National, qui veut aller dans le sens, j'allais dire, d'un Retailleau plus, si vous voyez ce que je veux dire, et la pression qui commence à croître quand même à gauche. Des macronistes. Non, la pression à gauche, si vous voulez, qui commence à croître, de gens qui disent, mais attendez, on n'a tenu aucun compte de nos suffrages et nous allons vers une politique, on va dire, ordo-libérale, pour dire les choses gentiment, qui n'est pas du tout ce que souhaitait la majorité des Français. On reviendra une autre fois sur la pression des macronistes, notamment autour de Gabriel Attal et de Gérald Darmanin. Merci Alexis d'avoir été avec nous. Bon après-midi. À vous aussi.